Bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Rappel des chapitres 12 et 13 de Raison et Sentiment. Nous avons une conversation animée entre les deux sœurs. Marianne apprend à sa sœur que Monsieur Willoughby souhaite lui offrir une jument. Elinor et Margaret pensent qu'un engagement a été pris par le couple amoureux. Nous apprenons également le départ impromptu du colonel Brandon pour des affaires impérieuses à Londres. Madame Jenny, la commère, pense qu'il s'agit sûrement d'une histoire avec Mademoiselle Williams. Et on apprend que Mademoiselle Williams est sa fille naturelle. Raison et sentiment, chapitre 14. Le départ soudain du colonel Brandon et la fermeté avec laquelle elle avait mis pour cacher la cause de son départ excitaient la plus vive curiosité de Madame Jenny. Et pendant 2 ou 3 jours, elle fut vraiment occupée à trouver cette raison de ce départ impromptu, et donc elle mit de côté en fait l'histoire de Marianne et de Willoughby qui sont partis se promener au château d'Allenham. Elle était tellement contente d'avoir deviné juste leur histoire d'amour qu'elle n'en dit plus un seul mot et laissa ça de côté. Ce qu'elle pensait maintenant, c'était vraiment au colonel Brandon et que peut-il lui être arrivé. Elle pensait à toutes les espèces de maux et de malheurs qui pouvaient tomber sur lui. Elle en était même effrayée. Elle pensait peut-être à une affaire dangereuse, une banqueroute. Ça se trouve à l'heure qu'il est, il est totalement ruiné. Elle racontait que sa belle-terre de Delafort n'a jamais rendu plus de 2000 livres par an et son frère lui a laissé beaucoup de dettes. Donc on apprend qu'il a un frère. Après, elle reparle de Mademoiselle Williams parce qu'elle se rappelle que lorsqu'elle en a parlé et qu'elle a regardé droit dans les yeux le colonel, il avait rougi à ses propos. Peut-être était-elle malade? Est-elle morte? C'était une fille très délicate, Mademoiselle Williams. Après, elle se dit non, ce n'est pas une banqueroute. Il est trop prudent et trop sage. C'est peut-être sa sœur. Donc on apprend également qu'il a une sœur, car c'est un bon frère, donc il viendrait tout le temps à son aide. Elle dit, quoi qu'il en soit, on le saura un jour. Je souhaite de tout mon cœur apprendre qu'il soit heureux enfin et qu'il ait une bonne femme. Cette petite phrase est adressée à Elinor, avec qui elle partage son inquiétude. Et elle s'étonne même qu'Elinor n'en fait pas plus d'histoire. Elinor s'intéresse au colonel, mais elle ne voyait aucune raison de s'alarmer pour lui. Elle était bien trop occupée à s'occuper des histoires entre Willoughby et Marianne. Et le fait qu'il y ait un silence extraordinaire entre les deux concernant leur projet de mariage. Du coup, elle s'inquiétait à ce sujet et elle attendait que ça, qu'ils le disent enfin à tout le monde. Donc on peut voir ici que Madame Jenny va quand même assez loin. Elle va jusqu'à dire qu'il est carrément ruiné. En fait, il a tous les malheurs du monde. Peut-être que sa fille naturelle est carrément morte. Sa sœur a peut-être un problème. Que son frère, qui apparemment a laissé beaucoup de dettes, elle y va assez fort. Pour elle, il s'agit d'une histoire très sérieuse. C'est pas juste un départ comme ça. Il y a quelque chose derrière et ça la chagrine énormément. Et le fait d'en parler, du coup, elle révèle de nombreuses informations concernant le colonel Brandon, donc à Elinor. On apprend qu'il a une sœur, un frère qui était beaucoup endetté, qu'il a une fille naturelle, que sa propriété ne rapporte que 2000 livres par an, ce qui est peu. On apprend pas mal, hein. C'est vraiment la petite commère du village. Comme je l'ai dit, Elinor est très intéressée et préoccupée par l'avenir de Marianne et Willoughby. Elle ne comprenait pas pourquoi il continuait à se taire. Elle comprenait quand même que Willoughby fut très amoureux de Marianne. Et il n'est pas maître de ses décisions pour l'épouser maintenant. Car c'est vrai, il est indépendant, mais tant que Madame Smith vivrait, il n'était pas assez riche pour s'établir. Sa terre de Hautecombe ne lui rapportait, d'après Sir John, que 600 ou 700 livres par an, ce qui suffisait à sa peine pour sa vie d'homme, mais pas pour une vie de famille, pour un couple. Et elle remarqua qu'aucun mot ne s'échappait, ni l'un ni l'autre, sur un projet d'union qui formait bien certainement. Et elle se dit que malgré toute leur conduite, plus la course où il l'a emmenée à Allenham alors qu'elle n'était pas du tout attendue par Madame Smith, elle se dit c'est obligé qu'il y ait un engagement entre eux. Mais elle avait quand même une réserve, un doute qui traversait l'esprit d'Elinor. Elle se dit que le fait qu'il soit si franc, si ouvert, elle se dit que peut-être
il n'avait pas besoin de s'expliquer plus clairement. Il était avec Marianne, le plus tendre et le plus attentif des amants, et avec sa mère et ses sœurs, le fils et le frère le plus affectionné. Et il regardait la chaumière comme sa propre maison. Il y restait en plus pendant des jours entiers et à côté de Marianne pour lire, faire de la musique, comme s'il faisait déjà partie de la famille. Et un soir, environ une semaine après le départ du colonel, Madame Dashwood parla de ses projets d'agrandir et d'embellir la maison donc au printemps suivant. Donc si vous vous rappelez, elle voulait agrandir l'escalier, faire un autre salon, rajouter une chambre. Quand Willoughby apprend ça, il rejeta fortement cette idée. « Quoi » s'écria-t-il, « embellir cette chère demeure ? Non, non, je n'y consentirai jamais. Pas une pierre ne doit être ajoutée à ces murs, pas un coin ne doit être changé, si vous ajoutez le moindre prix au sentiment que m'inspire ce fortuné séjour. » C'était devenu un lieu si cher à son cœur, et il lui paraissait parfait comme il était. Elinor répond gaiement, « Maman fait beaucoup de projets, mais ne vous inquiétez pas. Nous ne serons jamais assez riches pour bâtir. » Tout ce qu'elle avait prévu, si vous vous rappelez, au chapitre 3, il me semble. Elle comptait faire carrément de cette chaumière un mini manoir. Avec leur peu de revenus, ce n'est pas possible. Madame Dashwood lui demande si il est réellement attaché assez à cette maison pour ne voir aucun défaut. Il répond « Aucun, je vous jure. Je le regarde comme le seul endroit sur la terre qui me donne l'idée du parfait bonheur domestique. Je jetterai bas ma grande maison de Haute-Combe pour la reconstruire exactement sur le plan de votre chaumière. » Elinor qui rajoute « Oui, sans oublier cet endroit et sombre escalier et la cuisine enfumée. Oui, même avec les petits inconvénients. » Donc Madame Dashwood et Marianne sont complètement heureuses de bonheur, de tendresse, de passion pour tout ce que dit Monsieur Willoughby. Et donc, Madame Dashwood lui promit encore que rien n'y serait changé. Monsieur Willoughby en profite pour dire que c'est la meilleure des femmes et des mères, en serrant sa main entre les siennes. Cette promesse commence déjà à me rendre heureux. Et là, il continue de parler, et Elinor, le cœur battant, attend ce moment pour qu'il dévoile enfin ses sentiments pour Marianne et qu'il avoue qu'ils sont engagés l'un à l'autre. Mais rien du tout, il n'en dit pas davantage. La conversation se termine avec Madame Willoughby qui lui demande de venir dîner demain chez eux, car ils doivent sortir au parc, faire une visite à Lady Middleton. Il accepta et promit d'être chez elle avant 4 heures le lendemain. C'est un chapitre assez court, donc on en apprend davantage sur la famille du colonel Brandon. On apprend également que la chaumière est devenue la maison de cœur de Monsieur Willoughby, qui veut absolument aucun changement, même s'il y a des inconvénients dedans, et qui serait même prêt à vendre son gros manoir juste pour refaire cette chaumière telle qu'elle est avec les inconvénients. Cela ravit Madame Dashwood et lui promet même de ne faire aucun changement à cette chaumière. Chapitre 15 de raison et sentiment. Madame Dashwood et 2 de ses filles, donc l'aînée et la cadette, Elinor et Margaret, partirent après déjeuner pour rendre visite à Lady Middleton au parc. Marianne refusa de les suivre sous quelques prétextes d'occupation. Sa mère présumait que M. Willoughby était venu lui rendre visite ou comptait lui rendre visite pendant qu'elle serait là-bas. Elle trouva cela très naturel au point où ils en étaient et ne fit aucune objection. Au moment de rentrer, lors de leur retour, environ sur les 3 heures, Madame Dashwood, en riant, dit qu'elle avait vu juste, étant donné que le carrick et le domestique du jeune homme étaient devant la porte de la chaumière. Elle se hâta d'entrer avec gaieté et croyait aussi trouver les jeunes amoureux bien contents. Mais à peine eut-elle ouvert la porte qu'elle vit Marianne sortir et paraissait dans une grande affliction. On entendait beaucoup de sanglots. Elle traversa rapidement l'allée et monta l'escalier. Surprises et alarmées, elles entrèrent dans la chambre qu'elle venait de quitter. Elles trouvèrent M. Willoughby assis près du feu, la tête appuyée contre la cheminée et leur tournant le dos. Au moment où il entendit entrer, sa contenance abattue et ses yeux aussi pleins de larmes témoignèrent assez qu'il partageait fortement l'affliction de Marianne. Elle lui demande ce qui se passe pour sa fille et lui dit non, que c'était lui, qui ne peut avoir l'honneur de dîner avec eux,
que Madame Smith use du pouvoir d'errer sur un pauvre cousin et qu'elle l'envoie à Londres pour une affaire pressée, qu'il a reçu ses dépêches et qu'il doit partir au plus vite. Et il était venu s'excuser auprès de Marianne et de Madame Dashwood et de faire ses adieux. Margaret répond que c'est exactement comme le colonel Brandon, mais au moins Monsieur Willoughby ne fait pas manquer une partie de plaisir en allant à Londres. On voit que Margaret est très jeune et qu'elle lance ses petits pics. Willoughby est complètement désemparé, triste. Il dit « Le plaisir n'est plus fait pour moi », en soupirant. « Non, plus de bonheur. »« Pour peu de temps, j'espère, dit Madame Dashwood. Quand peut-on espérer de vous revoir ?»« Madame, je n'ai aucun espoir. Je ne crois pas revenir cette année, l'année prochaine peut-être. Je ne fais une visite à Madame Smith qu'une fois dans l'année. » Et là, Madame Dashwood, avec un sourire mêlé de reproches et d'amitié, lui dit « Est-ce que c'est vraiment la seule maison qu'il y a ici où il peut être bien reçu ?» Et elle lui pose même la question « Est-ce chez moi, cher Willoughby, que vous attendrez une invitation ?» Les yeux remplis de larmes, la tête baissée sans regarder Madame Dashwood, il lui répond « Vous êtes trop bonne. » Elle lui répète qu'en tout temps, il serait le bienvenu à la chaumière de Barton, et que c'est à lui seul de juger ce qui peut plaire ou déplaire à Madame Smith, qu'elle lui dit pas de venir de suite, mais de venir le plus tôt qu'il peut. Il précise que ses engagements sont pour le moment si nombreux et d'une telle nature qu'il ne sait quand il pourra revenir. Madame Dashwood est trop étonnée, et ce n'est pas la seule d'ailleurs. Elinor également. Sur une gaieté forcée, Willoughby part en énonçant « Allons, il faut partir, il faut s'arracher de cette chère chaumière. C'est une folie de prolonger son tourment en restant plus longtemps en des lieux qu'on regrette et avec une société dont on ne peut plus jouir. Adieu. » Il fait un salut de la main et sortit promptement. Quelques minutes plus tard, il était hors de vue. Les premiers mots qui furent sortis fut « Ma pauvre Marianne ». Madame Dashwood sortit en faisant signe à ses filles de ne pas la suivre, car elle comptait donc aller voir sa fille. Marianne, dans quel état se trouvait-elle ? Elinor était très étonnée et ne comprenait pas cette situation. Elle trouvait que le départ était inconcevable, ses adieux bien plus inconcevables encore, son embarras, son affectation de gaieté, la manière marquée dont il avait repoussé l'invitation amicale de sa mère, toute sa conduite si différente de la veille, la confondait étonnamment. Elle pensait peut-être qu'il y avait eu une querelle entre les amants, mais elle se rappelait avec quelle passion Marianne l'aimait, et du coup elle pensait que la querelle était impossible. Et elle pensait au violent chagrin auquel Marianne se livrait. Elle attendit avec impatience le retour de sa mère. Madame Dashwood ne revint qu'au bout d'une demi-heure, et elle n'a pu voir sa fille car elle était enfermée dans sa chambre en pleurs, et l'a conjurée de lui laisser un peu de temps. Elle dit à ses filles de la laisser pleurer, au moins pour la matinée, et d'attendre. Elles prirent chacune leur ouvrage et s'assirent en silence. Elinor étouffait, elle avait besoin d'en parler avec sa mère. « Tout cela est bien étrange, répondit-elle. S'en aller si subitement, ce départ a l'air d'un mauvais songe. Il faut qu'il soit arrivé quelque chose depuis hier qu'il n'a pas voulu dire. Ce n'était pas très sincère de sa part. » Madame Dashwood lui répond qu'au premier moment, je trouvais toutes ces manières aussi singulières que vous les trouvez vous-même. Mais je viens d'y réfléchir avec calme. Et je puis vous assurer que je le comprends à merveille et que je puis tout expliquer. Vous le pouvez, maman ? Bien sûr. Elinor, vous doutez toujours de l'amour et vous ne serez pas satisfaite. Mais je puis vous dire que j'ai une toute confiance en lui. Je suis donc persuadée que Madame Smith, qu'il a un si grand intérêt à ménager, soupçonne son attachement pour Marianne et le désapprouve, peut-être parce qu'elle a d'autres vues pour lui. Elle a donc désiré de l'éloigner et elle a inventé quelques affaires pressées pour lui faire quitter le voisinage de Barton. Voilà, je crois, ce qui est arrivé. Il ne lui a sans doute pas encore osé lui avouer ses engagements avec Marianne. Et il est obligé à contre-cœur de lui obéir pour le moment et de quitter quelque temps le Devonshire. À présent, Elinor, qu'avez-vous à dire ? Rien, ma mère. Vous aviez prévu ma réponse. Ce que vous croyez peut être vrai, peut être faux. Nous n'en savons rien, mais dans tous les cas, mes inquiétudes sont les mêmes. Fille insensible, dit Madame Dashwood. Avec un peu de dépit, vous voulez croire le mal plutôt que le bien. Vous préférez voir Willoughby coupable et votre sœur à jamais malheureuse.
plutôt que d'admettre ce qui peut le justifier, il a pris congé de nous. Avec moins d'affliction, c'est sûr. Mais le pauvre garçon ne savait pas ce qu'il disait, ni ce qu'il nous entendait dire. À mes yeux, c'est une preuve de son amour et de sa sincérité. De son amour peut-être, dit Elinor, je connais peu les effets de l'amour, mais de sa sincérité. Peut-être est-il obligé de cacher ses engagements avec ma sœur, si du moins ils sont engagés à Madame Smith, mais je ne vois aucune raison pour nous de les cacher. Pour les cacher, Elinor, ai-je bien entendu? Est-ce bien vous qui reprochez la dissimulation à Willoughby et à Marianne quand chaque jour, chaque instant, vos regards leur reprochaient de n'en avoir pas assez? Je ne demande pas de preuves de leur amour, mais de leur engagement. Madame Dashwood répond qu'elle a assez de preuves de croire en leur engagement. C'est vrai que ni l'un ni l'autre leur en a parlé ouvertement, mais qu'elle n'a pas besoin des paroles quand les actions parlent si ouvertement, et que toute la conduite de Willoughby avec Marianne et avec elle n'a pas prouvé positivement qu'il l'aimait et l'a considérée comme sa future compagne et comme eux ses parents de cœur. De plus, même s'il est un étranger et le connaissent depuis peu, aucun ici de Barton a dit un seul mot à son désavantage. Même son cousin Sir John l'apprécie énormément. Et donc elle ne peut avoir aucun doute, aucune crainte, et elle sait qu'il reviendra, qu'elle en est vraiment convaincue. Et elle prévient Elinor de ne point déchirer davantage le cœur de sa pauvre sœur en ayant l'air de douter de lui. La pauvre enfant aura bien assez de peine à supporter son absence. Elinor répond qu'elle désire de tout son cœur, qu'elle se trompe, qu'elle aime Willoughby, et qu'elle espère vraiment qu'il écrira une correspondance avec sa sœur, et que peut-être à partir de là, elle n'aurait plus aucun doute sur ses sentiments. Et Madame Dashwood répond « Mais même si on était à l'hôtel tous les deux lors de leur mariage, je suis persuadée que vous douteriez encore de leur amour et de leurs profonds sentiments. » Il fut interrompu par l'entrée de Margaret. Marianne descendit qu'à partir du moment du dîner. Elle entra dans la salle à manger sans dire une parole. Ses yeux étaient rouges et humides. Elle semblait retenir ses larmes avec difficulté. Elle évitait les regards. Elle ne pouvait ni parler ni manger. Sa mère lui prit la main, et au moment où elle tourna les yeux, elle revit la place de Willoughby, et la fondit en larmes et sortit. Elle revint un quart d'heure après, mais la moindre légère mention de ce qui peut avoir quelque rapport avec Willoughby la décomposait entièrement. Il aurait fallu ne pas parler du tout pour l'éviter. Elle avait tellement identifié sa vie, ses penchants, ses actions avec Willoughby, qu'on ne pouvait parler de rien qui n'eût quelque rapport. C'est un chapitre assez triste. Nous revoilà encore avec un personnage en moins, un départ encore à Londres pour une histoire qu'on ne sait pas, un départ inattendu qui est complètement subi par Marianne, de perdre son amoureux, de ne plus pouvoir le voir, et surtout quand il annonce qu'il pourra peut-être revenir que l'année prochaine. Donc il ne s'agit pas d'un départ court de style une semaine, un mois, mais de plusieurs mois, et il n'en est même pas sûr. On peut voir également qu'Elinor reste toujours sur ses réserves, elle a toujours des doutes concernant les sentiments de Willoughby. Elle comprend pas qu'il avoue pas ses engagements pris avec Marianne, au moins pour la rassurer sur le fait que même s'ils sont loin, il reviendra toujours, car il a pris ses engagements auprès d'elle. Qu'elle ne fait pas fausse route, qu'elle n'a pas donné trop d'amour à cet homme, qui peut-être ne le reverra plus. Du coup, elle a des doutes, elle pense peut-être qu'il y a eu une querelle, mais en même temps, connaissant Marianne et qui a vécu tout, elle a tout donné pour cette relation, elle ne vivait que pour lui. Et là, de se retrouver seule à nouveau, elle sait évidemment dans quelle peine elle peut être, quel même désespoir. Cependant, Madame Dashwood reste très confiante, elle a totalement confiance en Willoughby, en ses actes, en leur amour, elle pense qu'il va revenir au plus vite, qu'il fera tout pour être auprès de sa fille, quoi qu'il arrive. Et elle a même une petite explication à ce départ, elle pense que c'est Madame Smith qui l'envoie à Londres pour séparer ces deux amoureux qu'elle doit voir de très mauvais œil, qu'elle a d'autres projets pour Willoughby pour la suite. Donc voici la fin des 2 chapitres, j'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et je vous dis
À la semaine prochaine.